Ok, comme un sous-homme considéré, longtemps sous ordre, indépendante depuis si peu, sidérante et cette discorde. À petit vorace jusqu'à mordre, le corps de la liberté de la gorge au tronc. Puissant, est l'échec de nos dirigeants impuissants de faire front malgré l'urgence. Trempent sur leur position pourtant absent de Berlin en 1885. Miliciennes font couler de rivières de sang à cause de frontières tracées par quelques plans inconscients de l'acte opératoire. Mécontents d'avoir les richesses du territoire. Incalculables sont nos torts, inchiffrables sont nos morts. Même pardonnables sont colons, sans remords exprimés, je le dis sans bémol. Jeune d'Afrique est venu l'heure d'une révolution. Mentale sera l'évolution. L'union fait la force n'est pas qu'un slogan. La victoire serait illusoire si on reste divisé. Y'en a marre. Merci chers internautes, vous qui nous suivez partout sur le www.congo7.net. Ici nous sommes dans l'état de Massachusetts, bien précisément dans la ville de Boston. J'ai devant moi un monsieur qui devait se présenter lui-même et je suis sûr que vous ne serez pas déçus par rapport à notre entretien. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter parce que moi je vous connais, mais pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Oui, moi c'est Gilbert Okoko Kalonda. Je suis un des membres du comité exécutif de l'Alliance pour le développement et le progrès, un des partis membres du G7. Et donc, je suis très content que vous soyez venus de Illinois jusqu'à Boston pour avoir cet entretien. Je vous remercie très sincèrement. Merci bien. C'est Congo7 qui vient de l'Illinois. Je suis sûr ici. Nous sommes avec un des représentants de ADEP aujourd'hui. Ah oui, vraiment. Alors, chers amis, Monsieur Gilbert Okoko, pouvez-vous me donner votre avis par rapport aux personnes qui jouent à la mouvance kabyliste et qui multiplient les stratégies pour conserver le pouvoir, pour contourner l'élection à notre pays? Bon, il faut dire que le G7 fut membre le parti politique membre du G7 fut dans la majorité présidentielle. Et à l'interne, tout comme vous l'avez suivi à travers le média, le membre du G7 ont écrit mettre au président de la République qu'il y a des choses que nous pouvons négocier, mais il y a des choses que nous ne pouvons négocier. Entre autres, la Constitution, les dispositions constitutionnelles qui sont intangibles, inimmuables, on ne peut pas discuter. Et c'est à partir de là que nous avons fait savoir à l'autorité morale de l'époque, M. Kabila, qu'il va falloir que nous puissions discuter de vive voix, de manière démocratique, dans la transparence sur le processus électoral qui devrait normalement commencer depuis l'année passée et voir dans quelle mesure, étant dans la majorité, nous pouvons gagner ces élections-là sans violer la Constitution dans le respect réel de toutes ces dispositions. Malheureusement, comme vous l'avez suivi à travers le média, l'ensemble des leaders des G7 n'ont pas été écoutés par le président de la République. Au contraire, ce qu'on a suivi, ce sont les insultes à travers le média public qui sont confisqués par la majorité et qui, au lieu de répondre aux préoccupations de la population, la majorité s'est dévolue à se comporter comme le parti-État. Et voilà pourquoi nous avons décidé, après qu'il nous ait chassés de la majorité, de créer le groupe de G7 pour faire en sorte que la Constitution, dans toutes ces dispositions, soit respectée, que l'alternance démocratique soit une réalité dans notre pays, qu'au moins pour 2016, que le pays connaisse un président élu, que nous ayons au moins dans l'histoire du pays un ancien président qui est là et qui peut voir quelqu'un d'autre prendre le règne du pouvoir. Voilà tout ce que nous avons demandé à l'époque et donc nous avions eu, au lieu d'être encouragés, mais peut-être ce sont des insultes et des calomnies à travers le média. Alors nous avons suivi le ministre de Communication et Médias, M. Lambert Mende, qui nous a dit qu'ils n'ont pas un plan B sans élection. Et ça, le dialogue, pardon. Bon, en fait, il faut dire que le dialogue
tel qu'il est conçu à travers le monde, le dialogue n'a jamais été un problème. Le dialogue, dans toutes les institutions qui fonctionnent, dans tout pays, le dialogue doit être permanent. Même au sein des institutions familiales. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue entre le papa, maman et les enfants, les choses peuvent capoter. Mais aujourd'hui, ce que le G7 refuse, c'est un dialogue qui est planifié dans le sens de violer la Constitution, dont 90, il faut le rappeler, 80% de la population a voté pour cette Constitution et la population n'attend que l'alternance au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, faire un dialogue juste pour que M. Kabila reste au pouvoir, faire un dialogue pour qu'il y ait un glissement, faire un dialogue pour que le peuple congolais continue à vivre comme si nous sommes encore sous la deuxième république de triste mémoire. À ce moment-là, comme vous avez suivi dans le dernier point de presse animé par Olivier Kamitatou et Christophe Lutundula, nous ne sommes pas partie prenante à ce dialogue qu'on veut Kabila juste pour pérenniser son pouvoir, pas pour respecter la Constitution. Ce que je peux peut-être rappeler à la population, précisément pour la majorité présidentielle, c'est que le peuple congolais s'est exprimé. Vous vous rappelez, l'année passée, nous, je dis bien le président national de l'Alliance pour le développement et le progrès, M. Christophe Lutundula, a, au cours d'un débat, demandé à ce que la loi que Mossi Bouchab a présentée à l'Assemblée nationale, certaines dispositions qui ne reflétaient pas l'esprit et la lettre de la Constitution soient tout simplement abrogées. Malheureusement, la majorité présidentielle s'est entêtée et finalement, vous connaissez ce qu'il y a eu comme suite. Et donc, la population congolaise n'est plus prête à accepter un troisième pénalty, comme le dit Moïse Katumbi, le leader que le G7 propose, peut-être qu'on aura le temps d'en discuter, pour qu'aujourd'hui et à jamais, les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Et donc, si le pouvoir s'entête, en tout cas, le peuple congolais va se prendre en charge, comme il a déjà démontré l'année passée, le mois de janvier, et jusqu'au mois de février. Donc, nous sommes là, la stratégie, comme le dit le plan B, ils n'ont pas de plan B, mais s'ils n'ont pas de plan B, pourquoi qui est une famille politique, ne peut pas s'organiser et sortir un candidat, libérer le processus électoral, parce que le processus électoral aujourd'hui est bloqué. Lorsqu'il parle des responsabilités de l'opposition, les responsabilités de la communauté internationale, je pense que vous avez suivi, vous avez publié dans votre journal Congo State, les responsabilités se trouvent au niveau du gouvernement. À partir du moment où les gens que les Congolais ont confié la responsabilité de la gestion du pays, nous les contribuables congolais, nous payons les taxes et les impôts et on leur paye pour ça, sont incapables aujourd'hui d'organiser une des activités importantes de la vie nationale qui sont les élections. À ce moment-là, nous devions tirer des leçons. S'ils sont incapables, ils n'ont qu'à démissionner. Et la Constitution est claire, il n'y aura pas un troisième mandat pour M. Kabila. Nous allons faire tout ce qui est à notre possession pour que les élections se tiennent dans les délais. Et vous allez voir d'ici, comme les résolutions de notre conclave, il y a déjà des activités ensemble avec d'autres composants de l'opposition. Nous allons faire ce qui est à notre possession pour que le processus démocratique qui a été déjà enclenché depuis la conférence nationale souveraine ne soit pas bloqué par un groupe quelconque. Merci. De prime abord, reconnaissant que tous les êtres humains sont créés par Dieu et lui-même. Mais M. Lambert Mende qui a dit que Kabila n'aura pas peur de ce créatif, c'est-à-dire Kabila a créé le G7, je suis sûr. Alors, qu'en passe le G7 par rapport à ces propos? Moi, je pense que c'est de l'irresponsabilité de voir un monsieur qui s'appelle Lambert Mende, de surcroît ministre de la communication, un intellectuel, croire qu'un homme, soit providentiel qu'il soit, est à même de créer des leaders politiques. En tout cas, moi, même si on sait que dans la vie, même les hommes, même le papa qui a mis au monde n'a pas créé les enfants. Nous sommes tous, la majorité des Congolais sont des chrétiens, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui crée.
Et laissez-moi dire quelque chose là-dessus. Qui a créé qui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, si on se permet de dire que Kabila a créé, je ne sais pas moi quel leader de G7, mais avant que Kabila n'arrive, le Congo a existé, il y avait des leaders politiques. Le processus démocratique a été déjà enclenché depuis. Ils ont trouvé Mobutu déjà affaibli. À partir de quel moment M. Kabila est venu créer, peut-être qu'il a créé Mende. Espérons qu'il a créé Mende. Mais je suis sûr que Mende a fait la politique avant que Kabila ne vienne. Il n'existe comme président ou acteur politique dans notre pays. Mais lui croit que Kabila est à mesure de créer quelqu'un. Lui devient Dieu, parce que c'est comme ça qu'on voyait à la télé, dans tout sous le haut patronage, on fait tout sous, même quand on fait on va aller inaugurer les toilettes publiques, on veut construire les toilettes, c'est sous le haut patronage. Nous voulons faire en sorte que nous soyons un État normal. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où il y a un monsieur providentiel, il y a un papa fondateur. Cette époque est révolue et nous devons nous battre pour qu'en fait la démocratie soit respectée dans notre pays et que tout le monde sache que la loi est au-dessus de tout. Le président de la République est le premier garant de bon fonctionnement des institutions et le premier qui doit faire respecter les lois du pays. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas croire qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de créer les autres, qui vivent au départ. Non, il faut que cette époque soit révolue. Et nous nous battons pour ça. Et c'est comme ça que même au sein de la majorité présidentielle, les membres du G7 n'ont cessé de crier ou de prendre position pour dire que nous ne sommes pas des gens qui doivent tout simplement gober le mot d'ordre et qu'on sort. S'il y a un point de vue, il faut qu'on discute. Et c'est comme ça que nous n'avons jamais été appréciés, nous n'avons jamais été compris au sein de la majorité présidentielle. Et comment avez-vous reçu en privé ou soit votre parti le propos de M. Kamere en disant que le G7 a été trop pressé par rapport à la désignation de Moïse Katumbi comme le président de leur parti ou des composants des opposants? Bon, en fait, ce que j'ai suivi sur TV5, que le président de l'UNC, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, dont j'ai beaucoup de respect pour avoir travaillé avec lui, c'est un monsieur que, comme je l'ai dit, depuis qu'il a quitté les Berchois, il faut être sincère, nous n'avons jamais eu un président de l'Assemblée nationale qui a été à la hauteur de la tâche et à la grandeur de notre pays. Il faut le dire. Mais quand cela ne tienne, j'ai été un peu surpris de ses propos. Lui qui est un démocrate, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus, qui est un démocrate, il sait qu'en fait, dans une démocratie, c'est la compétition. À partir du moment où nous avons deux partis politiques qui sont membres de G7, c'est-à-dire que nous sommes là pour la conquête et l'exercice du pouvoir, et à partir du moment où nous considérons que l'année 2016, c'est une année où nous aurons un président élu, et à partir du moment aussi où nous considérons que le G7, dans sa sortie, a signé sa charte, avait décidé que nous allons présenter un candidat unique pour notre regroupement politique, mais ce n'est que normal que le G7 décide, lors du conclave qui a eu lieu, que nous portons notre dévolu à l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, l'ancien gouverneur du Katanga. Et cela ne peut pas faire l'objet d'un débat quelconque. Ça veut dire aussi que même s'il y aura des discussions au niveau de la grande famille opposition politique en RDC, ils ont déjà le point de vue du G7. Ils n'ont pas à venir poser la question au G7, qu'est-ce que vous pensez de la candidature unique de l'opposition? Le G7 porte son choix à Moïse Katumbi. Et c'est là avec comme objectif de gagner les élections. Aujourd'hui, peut-être que je vais parler un tout petit peu de Moïse Katumbi. Lui-même, Vital Kamerhe, lorsqu'il était le président de l'Assemblée nationale, il a invité le gouvernement Mouzito et le gouvernement Kizenga d'aller faire le stage au Katanga. Tout simplement parce que ce que faisait Moïse Katumbi, personne d'autre ne le faisait au pays. Et jusqu'à aujourd'hui, il est resté le meilleur gouverneur que le Congo ait connu. Et donc, à terme managérial de gestion de l'État, c'est l'homme qu'il faut. Ce n'est pas pour autant dire qu'au niveau du G7, les leaders du G7 ne sont pas en mesure d'être candidats président de la République. Ils se sont humiliés. Ils ont dit
en tout cas, pour que nous puissions gagner les élections, nous pensons qu'avec la personne qui a pu faire mieux dans les Katanga, Moïse Katumbi, est le meilleur choix qu'il faut. Et aujourd'hui, si vous demandez à la majorité des Congolais, ils savent ce qu'est Moïse Katumbi. Et pourquoi le G7 a fait ce choix en sachant que Moïse Katumbi jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas encore prononcé comme membre du G7? Oui, mais cela aussi prouve en suffisance que nous sommes une organisation qui n'est pas subjective. C'est un choix rationnel. Il n'est pas membre du G7, mais le G7 s'est réuni et discute et trouve qu'en fait, parmi ceux qui sont présidentiables aujourd'hui, pour relever les défis du développement, aujourd'hui, le Congo, tu es avec moi aux États-Unis. Des fois, dans certains endroits, nous avons honte de nous présenter comme Congolais. Nous avons honte de nous présenter comme Congolais. Donc, le Congo est humilié. Nous sommes devenus le dernier dans tout. Pour récupérer notre pays, pour redresser l'économie de notre pays, pour ramener le Congo dans la croissance. Nous pensons que Moïse Katumbi est le candidat idéal. Et cela est prouvé. Il faut voir ce qu'il a fait. Je ne peux pas me répéter ce qu'il a fait dans les Katanga. Si quelqu'un sait ne fût-ce que gérer sa famille, il est capable de faire mieux dans les pays. Et donc, moi je ne pense pas que nous puissions nous engager dans ce débat-là. Je pense que l'honorable Vital, quand même, peut-être, il voulait que nous puissions peut-être nous organiser davantage au sein de l'opposition, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des ambitions. On a vu les idées, avait décidé qu'il y ait Martin Fayulu comme candidat. Le jour qui a suivi la déclaration de G7, nous avons suivi le secrétaire général de l'UNC qui a déclaré que Vital Kamerhe est candidat aux élections présidentielles. Mais ce n'est que normal, nous sommes dans un pays démocratique. Nous devions faire un effort d'oublier l'ancienne République, la pensée unique. Dès lors que nous sommes dans une démarche démocratique, nous devions laisser le point de vue s'exprimer et dans le choc de ce point de vue, dans cette dialectique-là, que nous pouvons arriver à avoir un compromis. Et le meilleur choix sera fait par l'opposition s'ils veulent avoir un candidat unique. En tout cas, merci, chers amis, vous qui nous suivez sur le www.congo7.net. Monsieur Gilbert Okoko, nous avons vu la présence d'Edem Kojo comme facilitateur de la dialogue que M. Kabila et ses alliés, MP pourrais-je dire, sont en train de préparer. Et nous avons vu aussi l'IDPS qui est presque partant pour le dialogue. Et quand passe le G7? En fait, vous avez suivi le point de vue du G7, comme je venais de le dire. Vous l'avez publié aussi dans votre site Congo State. Et d'autres journaux à Kinshasa, tout comme ailleurs, ont fait le relais. Pour le G7, les dialogues, comme je venais de le dire, les dialogues tels que voulus, convoqués par le président de la République, M. Kabila, n'est pas au rendez-vous pour notre groupe politique. À partir du moment où nous savons qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, à partir du moment où nous savons que le blocage du processus électoral est le fait de quelques individus animateurs des institutions aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller vers un forum qui est déjà piégé à l'avance. Et nous avons fait, ce matin j'étais aussi content, peut-être que M. Kodjo répondait par rapport à la préoccupation du G7, s'il est venu pour cautionner le glissement, le peuple congolais ne se laissera plus faire et nous allons prendre nos responsabilités. Si Edem Kojo vient dans le cadre, comme nous avons décidé ou nous avons demandé à l'époque, qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques, la majorité et l'opposition, pour qu'on voie concrètement quels sont les points de divergence pour que nous ayons un calendrier qui respecte la Constitution. Le G7 n'a jamais refusé ce dialogue-là. Mais le dialogue qui est convoqué sous forme d'un forum pour se substituer aux constituants, en ce moment-là, ce dialogue-là n'est pas le bienvenu pour le compte du G7. À moins que je sache, le G7 a déjà fait passer son communiqué et je pense que les Congolais ont déjà suivi. Ils ne sont pas partie prenante. L'IDPS voulait un facilitateur international ou médiateur international, je ne sais pas comment ils appellent. À ce que je sache, ce n'est pas l'ONU qui a désigné Edem Kojo. D'abord, dans la nomination de Edem Kojo, on n'a pas fait la présidente de l'Union africaine, Mme Suzanne, n'a pas fait allusion à la résolution du Conseil de sécurité.
Ça veut dire que Kodjo n'a pas une grande assise, une grande légitimité sur le plan international à ce moment-là. Et donc, s'il veut un dialogue qui respecte la Constitution, un dialogue qui ne va pas nous amener vers un glissement, un dialogue qui nous met en face de réalités réelles que connaissent les Congolais, à ce moment-là, nous pouvons en discuter. Comme nous avons dit, nous sommes prêts pour un dialogue entre les acteurs, majorité comme opposition, mais pas un dialogue pour permettre à Kabila de rester au pouvoir comme ils ont préparé. Vous suivez les médias, vous suivez la RTNC, vous suivez toutes ces chaînes-là, ils ont bloqué l'opposition, toutes les chaînes de l'opposition ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il n'y a que leurs chaînes qui peuvent parler. Ils étouffent la démocratie, ils arrêtent des jeunes gens, ils arrêtent toute personne qui ose dire le contraire de ce qu'ils pensent. Nous ne pensons pas que le climat est là pour aller discuter avec ces gens-là. En tout cas, merci. Je suis sûr que si aujourd'hui on arrivait au mois de décembre qu'il n'y a pas élection, qu'est-ce que vous pensez, le genre du G7? Je pense que vous avez suivi une analyse qu'a faite l'honorable Christophe Lutundoul. Vous l'avez même publiée. Je vous en remercie. La constitution est claire. Lorsque, à partir du mois de décembre, le 19 décembre, il n'y a pas un président, ça veut dire que nous n'avons plus un président légal et légitime. Mais si Kabila va perdre sa légitimité, et à partir de ce moment-là, nous allons tirer les conséquences. Et la constitution est claire. C'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir en tant qu'intérimaire, je dis bien comme président intérimaire, pour organiser les élections dans 180 jours. Et donc, dans 120 jours, si je m'abuse. Et donc, nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer et ne pouvons pas accepter, comme ils disent, le chef de l'État reste en fonction. Non, la Constitution est claire là-dessus. Ce n'est pas qu'en fait, nous sommes engagés dans un processus électoral. Le processus électoral où il y a déjà un président élu, mais dont il doit prendre l'effectivité du pouvoir pour que le président actuel puisse rester pendant quelques jours. À partir du moment où s'il n'y a pas des élections et qu'il reste en fonction, nous allons organiser, nous allons faire respecter la Constitution et les Congolais vont tirer les leçons. Est-ce que les conséquences plus possibles. Ah ouais. Est-ce que le G7 est d'accord que monsieur, le président du Sénat qui est Kengo Adondo puisse être intérimaire? Est-ce qu'il sera capable d'organiser les élections dans le bref délai comme la Constitution le prévoit? Êtes-vous d'accord aussi de ça? Est-ce que sommes-nous en train de discuter de la modification de la Constitution ou des règles établies? Non, excusez-moi, nous discutons sur les règles établies, mais nous savons bien que tout peut arriver. C'est pourquoi nous prévoyons ce qui pourra arriver. Mais tout peut arriver. Ils savent, les gens de la majorité présidentielle savent qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas élection, arrivé le mois de décembre, qu'il n'y a pas élection, c'est le président du Sénat qui sera le président de la République. Il n'est pas de notre famille politique, nous n'avons jamais, il n'est pas membre du G7, mais conformément à la Constitution, nous sommes des républicains, nous respectons la Constitution. À partir du moment où, s'il n'y a pas élection, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Avec une seule mission, organiser les élections. Mais nous avons si nous écoutons, bon, parce que nous sommes les médias, qu'on est en train de faire des glissements pour qu'on puisse chasser M. Kengo Adondo au niveau du Sénat pour qu'il y ait glissement. Bon, j'ai appris qu'il y avait une pétition orchestrée comme toujours par les quelques caciques qui croient que la République leur appartient. Bon, c'est de bonnes guerres. Mais à ce que je sache, depuis que la session de mars a commencé, bon, je n'ai pas encore appris beaucoup de choses. Mais nous savons, même si ce n'est pas Kengo qui sera là, celui qui sera là doit faire respecter la Constitution. Et donc le peuple congolais va se prendre en charge. Et nous allons faire en sorte que les Congolais sachent qu'à partir du 19 décembre, nous devions avoir un autre président, ça ne sera plus P.C. Kabila, parce que Kabila n'aura plus, en termes d'assises légales, un quelconque droit de rester là où il est. Mais aujourd'hui, M. Kabila, qui est le président de la République, mais il a l'armée. Bon, je ne sais pas si, arrivé au 19 décembre, il pourrait quitter calmement et laisser la place à la personne qui serait soit le président prochain ou le président du Sénat. Je ne sais pas si ce serait facile. Mais en fait, cette armée-là, elle est composée de qui? C'est ton frère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui souffrent autant que nous tous. Et donc,
qu'ils sont là parce qu'il y a une république. Dans une république, l'armée et la police est soumise à l'autorité civile. L'autorité civile signifie la Constitution. Et donc, je ne vois pas l'armée décider de faire régner le désordre dans notre pays. Parce qu'en fait, le $1 ou les $10 qu'on paie les fonctionnaires et qu'on sort, mais l'armée aussi est complice dans ça. La souffrance que le Congolais est soumis aujourd'hui. Mais l'armée est partie prenante intégrante de la population. Et je ne vois pas l'armée céder à une machination organisée par la majorité présidentielle. Je ne crois pas. Et nous faisons confiance à ces gens-là parce qu'ils sont des Congolais. Non, cette question revient parce que nous avons vu notre équipe nationale a pu gagner le CHAN et nous avons vu comment le général Célestin Kanyama a pu interdire aux gens de festoyer la coupe. Et aujourd'hui, nous savons même qu'à Katanga, il y a encore des chars de combat, il y a l'armée qui y a maintenant et la population est mal à l'aise là-bas. On voit que tout est possible parce que l'armée, il y a d'autres pas, les gens qui sont corrompus par le pouvoir en place. Je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que, comme je t'ai dit, l'armée congolaise, bien sûr, elle est une armée issue de mixage, brassage, je ne sais pas moi, de tout ça, des étrangers qu'on sort. Mais sachez-le qu'au sein de cette armée, il y a des Congolais. Ouais. Rassure-toi que ce sont des Congolais qui sont dans cette armée. Et donc, nous n'avons pas crainte, le moment venu, même si ils seront amenés à faire exécuter une loi, que dirais-je, un commandement qui n'est pas conforme à la Constitution ou aux lois de la République, ils ont le droit de le refuser. Parce que c'est ça la Constitution aussi. La Constitution dit dans l'article 64, faire échec à tout individu ou groupe individu qui veut conserver le pouvoir. C'est aussi au niveau de l'armée de comprendre qu'en fait, aucun individu ou un groupe d'individus ne peut conserver le pouvoir de manière illégale et illégitime. Et je t'ai dit qu'à partir du 19 décembre, Kabila Joseph n'aura pas de légitimité, n'aura pas d'assises illégales pour rester au pouvoir. D'abord, la légitimité, on peut encore discuter aujourd'hui s'il est encore légitime. Ouais. Parce qu'il va nous dire qu'il a été élu majoritairement dans les Katanga. Aujourd'hui, il peut aller et puis il peut nous prouver qu'en fait qu'il est resté légitime. On a vu comment on a intimidé des députés provinciaux pour faire élire le gouverneur. Des gens ont été dans la panique totale. La corruption est généralisée. Donc c'est ce régime-là que les Congolais ne veulent plus attendre. Et au sein de l'armée, ils savent. Vous avez suivi ces militaires qui a tué un de ses subordonnés, de ses chefs hiérarchiques, parce qu'il détournait son argent. Mais je pense que vous avez suivi, vous êtes du média, vous avez suivi ses propos. Nous avons même posté sur notre site. Il y a un problème sérieux, dans notre pays. Il faut qu'on se le dise. Et nous ne pouvons pas laisser le pays s'engouffrer dans la situation où il se trouve aujourd'hui. Et donc, ça vaut la peine que tout Congolais, là où il est, qui a une fils qui peut être responsabilité de se battre pour que son pays se relève. Nous sommes humiliés partout. Le Congo-Brazzaville nous humilie, l'Angola, on n'en parle pas, le Rwanda chaque jour. Donc, nous n'avons plus personne qui nous défend. Nous avons besoin d'un président qui défend les Congolais, nous avons besoin d'un président qui travaille pour les Congolais et pour le développement du pays. Nous sommes humiliés. En tout cas, merci, chers amis, vous qui nous suivez. Ici, je suis avec un politologue de l'Université de Kinshasa, ici aux États-Unis. Mais c'est Gilbert Okoko et il y a plein de gens qui nous demandent par rapport au G7. Nous sommes déjà en discussion au niveau des États-Unis ici avec certains compatriotes qui estiment que le G7 est un mouvement idéal aujourd'hui pour que nous puissions relever les défis du développement de notre pays. Et d'ici là, nous allons peut-être à travers votre média, le Congo State et d'autres, nous allons faire passer le message. Nous avons déjà des contacts à partir dans d'autres estates tels que Washington, là des cités comme Charlotte et Illinois, là où vous êtes. Oui. Partout où il y a des Congolais, ils nous appellent effectivement. Nous allons d'ici fin avril, début mars, avoir une rencontre. On va préciser l'endroit. Bon, ça sera d'abord par rapport à ceux qui sont déjà avec nous. Mais il faut aussi savoir que le G7 est un regroupement de partis politiques.
Moi, je suis de l'ADP. Il y a d'autres partis politiques qui ont leurs représentants ici aux États-Unis aussi. Nous allons faire en sorte que d'ici peu, déjà à prendre contact, déjà nous sommes en contact avec la direction politique pour que ces personnes-là soient connues par nous, pour que le jour à venir, cette rencontre soit matérialisée. Mais rassure-toi, au niveau du directoire politique à Kinshasa, l'option a été levée, nous avons été contactés pour ça, pour que d'ici peu, nous puissions organiser la diaspora qui est aux États-Unis, pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous devions nous battre ensemble pour faire émerger la démocratie dans notre pays. Donc, c'est un problème de tout Congolais. Faire respecter la Constitution, faire en sorte que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels devient notre mission essentielle. Et tout Congolais, là où il est, doit s'impliquer. C'est comme je l'ai dit, nous sommes beaucoup humiliés. Nous sommes humiliés. On voit d'autres diasporas, lorsque un de leurs est arrivé comme président de la République et Premier ministre, ils vont, ils le racontent, ils discutent. Mais comme les nôtres sont des gens illégitimes, nous ne pouvons pas discuter avec eux. Il y a des Congolais qui ont des projets, je raconte dans des universités où nous sommes et consorts, qui ont des projets pour le pays, mais comment ils vont aller dans un pays instable? Ça, c'est vrai. Même des investisseurs, vous voyez aujourd'hui la chute de l'art, la dévaluation monétaire commence. Donc tout simplement parce qu'un groupe d'individus tiennent à accaparer le pouvoir et à s'asseoir malgré eux, malgré qu'ils ne font rien. Regardez l'état de route à Kinshasa aujourd'hui. On nous a fait rêver, on a quitté le concret, ce qu'on a appelé le 5 chantiers, vers un truc bizarre qu'on appelle la révolution de la modernité, pour rien. Pendant que tu es aux États-Unis, si tu as vu quelque part où on a écrit sous le haut patronage de quelqu'un, tout simplement parce que les gens veulent avoir des hommes providentiels que d'avoir des institutions fortes. Et donc, pour nous, nous voulons avoir des institutions fortes. Et nous allons nous battre pour ça. Et les Congolais doivent avoir cette responsabilité partout où il est, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, en Afrique, dans d'autres pays où ceux qui sont à l'intérieur, tout comme nous qui sommes aux États-Unis, nous devions nous battre pour récupérer notre pays. Nous sommes beaucoup humiliés, nous devions être fiers d'être Congolais partout où nous devions nous retrouver. Merci. Merci, je vous en prie. Chers amis, nous devons tout faire pour récupérer notre pays qui est à otage. L'échec de nos dirigeants impuissants de faire front malgré l'urgence. Trempent sur leur position pourtant absents de Berlin en 1885. Miliciennes font couler de rivières de sang à cause de frontières tracées par quelques blancs inconscients de l'acte opératoire. Mécontents d'avoir le richesse du territoire. Incalculable sont nos torts, inchiffrable sont nos morts. Même pardonnable sont le colon, sans remords exprimé, je le dis sans bémol. Jeune d'Afrique est venu l'heure d'une révolution mentale sera l'évolution. L'union fait la force n'est pas qu'un slogan. La victoire serait illusoire si on reste divisé. Y'en a marre.